Il s'est ouvert ce jeudi à Abidjan les Journées nationales du commerce équitable. Organisées par le RIS, cette deuxième édition permettra de poursuivre l'optimisation des performances économiques et environnementales des coopératives ivoiriennes. On parlera également dans ce journal de lutte contre la corruption avec la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Observatoire du service public OSEP qui se sont mis ensemble pour des actions fortes. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec les Journées nationales du commerce équitable, JNCI, qui ont débuté ce jeudi 20 janvier à la Kestab à Abidjan. Organisée par le RIS, entendez Réseau ivoirien du commerce équitable, cette deuxième édition entend poursuivre sa contribution, celle d'optimiser les performances économiques et environnementales des coopératives ivoiriennes via le commerce équitable. On en sait davantage avec Walter Kofi et Marius Siri. Les coopératives agricoles étaient au cœur de la Journée nationale du commerce équitable, les JNC édition 2022, qui se déroule ces 20 et 21 janvier dans la capitale économique ivoirienne. Initié par le RIS, entendez Réseau ivoirien du commerce équitable, les JNC se présentent comme la plateforme idéale pour la promotion du commerce équitable et de toutes les valeurs de transparence et d'équité dans ces divers domaines d'intervention. Cette deuxième édition meublée de panels, conférences et d'expositions entend s'orienter sur les stratégies de renforcement des capacités des coopératives agricoles et de permettre aux producteurs de s'approprier le commerce équitable. Ouais, le commerce équitable est très avantageux pour le producteur. C'est un mouvement dans lequel nous avons des soutiens très importants. Le producteur a des soutiens très importants parce que après la production, nous avons une prime qui vient soutenir le producteur et qui permet effectivement à la population agricole de faire des réalisations, à savoir les hôpitaux, les écoles, les châteaux d'eau, ainsi de suite. Donc c'est une activité importante. Il faut rentrer dans le processus pour bénéficier de tous ces avantages. Aujourd'hui, en termes d'instruction, c'est que les producteurs doivent comprendre que le commerce équitable, aujourd'hui, nous permet de pouvoir faire les pleins d'écoles que les gens voient qu'on construit. Le commerce équitable est un mouvement multidimensionnel qui touche aussi à l'environnement en encourageant à de meilleures applications des méthodes responsables de production. Une démarche à laquelle le ministre Jean-Luc Assis, en charge de l'environnement et du développement durable, a tenu à s'associer. Quand on parle de commerce équitable, c'est lié à l'agriculture. Et qui dit agriculture, lorsque vous faites l'agriculture, il faut que l'environnement soit sain. Vous avez entendu parler certainement de cacao-culture, zéro déforestation. Et donc maintenant, il y a certaines techniques qui existent donc, pour préserver l'environnement et pour préserver donc, la biodiversité. On peut faire donc, de la culture en faisant en sorte que la nature ne soit pas détruite. Notons que le commerce équitable a fait ses preuves en Côte d'Ivoire, notamment dans la filière cacaoyère, où les volumes de cacao vendus aux conditions du commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 250 000 tonnes en 2020. Le RIS, principal promoteur du commerce équitable en Côte d'Ivoire, se positionne depuis sa création en 2009 comme un acteur engagé à soutenir les producteurs, sensibiliser l'opinion et mener des campagnes en faveur des changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel. Refus de libérer les espaces prévus par la loi aux artisans en Côte d'Ivoire, les maires contrevenants sont désormais en ligne de mire. Invité de la tribune du Patriote et face à la presse, le ministre des PME, de l'artisanat et de la promotion du secteur informel, Félix Meïsan-Anoblé, tape du poing sur la table. Il envisage se battre aux côtés des artisans pour que la loi soit respectée. On écrit aux maires pour leur demander de pouvoir dégager des espaces pour nous permettre donc d'installer les artisans. Cette levée de bouclier, le ministre Félix Anoblé l'a annoncé ce jeudi 20 janvier 2022
devant la presse lors de son passage en qualité de l'invité de la tribune du Patriote, initié par l'entreprise Mayama Édition et producteur, éditrice du quotidien Le Patriote. Au cours des échanges qu'il a voulu francs, directs et sans faux fuyants, le ministre Arnaud Blé a présenté le bilan et les perspectives de l'action gouvernementale dans le secteur des PME, de l'artisanat ainsi que du secteur informel. Pour ce qui est de l'artisanat, omis son action d'envergure pour appeler à l'ordre les maires qui pourfendant la loi sur l'urbanisation, il a annoncé la création de la plateforme numérique pour le développement de la promotion de l'artisanat en Côte d'Ivoire, PNDPA, un plan de modernisation et de digitalisation de l'artisanat. Ce plan, dira-t-il, sera déployé dans les prochains mois pour un artisan ivoirien fort, structuré et performant. Répondant aux préoccupations des journalistes relativement au grincement des dents des artisans de la caste d'Indautré qui se disent esselés sur un site inaccessible, le ministre Félix Arnaud Blé a révélé des pratiques peu recommandables découvertes suite à des enquêtes diligentées sur le terrain. Les résultats de ces investigations laissent sans voix. On arrive sur le site aujourd'hui, ce sont des immeubles qui sont là-dessus, qui appartiennent soit à certains d'entre eux, soit à des gens qui ont rendu les terrains. Ce qui reste ne permet même pas de faire le projet que l'État voulait faire. Quand on arrive à ce stade-là, c'est difficile de venir investir des fortes sommes dans la zone. Pour le secteur informel, le ministre en charge des PME a annoncé l'opérationnalisation du statut de l'entrepreneur et qui est un nouveau régime juridique simplifié s'appliquant à toute personne physique exerçant une activité ayant un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions de francs CFA. Ce chiffre, indiquera-t-il, est porté à 50 millions en Côte d'Ivoire en raison de la vitalité de l'ordre économique. Il faut dire qu'à ce jour, nous sommes à plus de 30 000 entrepreneurs enregistrés du fait donc de la ville pilote choisie pour lancer cette opération, qui est la commune de San Pedro, qui enregistre donc à elle seule plus de 14 000 entrepreneurs. Notons qu'au terme de cette rencontre, le ministre a lancé un appel aux entrepreneurs ivoiriens au civisme fiscal. Il faut signaler que la cérémonie s'est ouverte par une minute de silence en mémoire du feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, fondateur de Mayama Édition et Production. Bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Le Fonds de solidarité africain s'engage désormais à soutenir le Fonds de garantie de crédit aux PME dans ses actions de financement aux entreprises. L'objectif est d'accroître la capacité d'intervention du FGPME. Cet engagement s'est matérialisé ce mercredi par la signature d'une convention entre les deux structures, Konena Norgo et Ezekiel Seri. Signature de convention ce jour entre le Fonds de solidarité africain FSA et le Fonds de garantie des crédits aux PME. À travers cette convention, les deux entités entendent apporter leur appui aux PME ivoiriennes. Selon le directeur général du FSA, il s'agira de co-garantir les crédits du FGPME. Couvrant 15 pays africains, le FSA entend faire bénéficier son tout nouveau partenaire de son expérience internationale. Une démarche qui s'inscrit dans sa vision d'accompagner le secteur privé du continent. C'est une occasion exceptionnelle, vraiment, pour encore nous pencher collectivement sur la situation du financement des PME. Nous avons l'avantage d'être international et par conséquent, nous avons des capacités d'intervention plus élevées. Ce qui signifie que nous pouvons faire de la co-garantie. Nous pouvons faire du co-refinancement. Nous pouvons même faire de la co-bonification de taux d'intérêt pour les projets publics. Cette convention permettra en retour au FGPME d'élargir son champ d'intervention. Occasion pour le président du Fonds de garantie de traduire sa reconnaissance au FSA. Au nom du ministre Félix Arnaud Blé,
ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, je voudrais vous traduire toute notre gratitude et toute notre satisfaction quant à cette convention. Le Fonds de solidarité africain est une institution financière multilatérale de garantie créée en décembre 1976. Elle a pour mission de faciliter le développement économique de ses États membres en jouant le rôle de catalyseur des systèmes financiers. Tout autre chose à présent, se mettre ensemble pour lutter efficacement contre la corruption, c'est ce que veut faire la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Observatoire du service public OSEP. Cette action a fait l'objet d'un atelier qui s'est tenu ce jeudi 20 janvier au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les détails avec Diane Kablankan et Tima Traoré. Pour lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est plus que jamais engagée. Pour plus d'efficacité dans ses actions sur le terrain, l'institution a décidé de s'associer à l'Observatoire sur service public, OSEP. Au cours d'une rencontre le jeudi 20 janvier 2022 au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les deux structures ont pris l'engagement de fusionner les actions dans la lutte contre la corruption à la fonction publique. C'est une coopération qui va se passer dans le cadre d'échanges d'informations. L'OSEP est sur le terrain, recueille les plaintes et les dénonciations ou les données qui sont à traiter, les remonte à la Haute Autorité qui va traiter afin de pouvoir faire des recommandations. Et aussi, dans le traitement de ces dossiers, nous adressons des questions spécifiques. Si vous regardez, l'OSEP adresse les questions d'un point de vue macro au sein de l'administration et nous pouvons les adresser au point de vue micro, c'est-à-dire l'individu qui a une plainte en lien avec soit la mauvaise gouvernance ou avec la lutte contre la corruption. Donc, ceci va permettre quoi? Va permettre d'accélérer le traitement des documents, des dossiers, des plaintes et des dénonciations à la satisfaction des personnes concernées, c'est-à-dire les usagers, la population. En tant qu'organe de veille permanent qui contribue à l'amélioration de la qualité du service public, l'OSEP veut aider la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans sa mission. Cette contribution de l'Observatoire du service public se fera à travers plusieurs actions, notamment remonter les actions de corruption dénoncées par les populations. L'OSEP va aussi donner la possibilité aux populations d'apprécier l'efficacité et la transparence du service public par écoute, le recueil des plaintes des usagers et le service du traitement de celles-ci. On vient d'avoir une séance de travail avec la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Nous allons mettre en place un cadre de collaboration. Et l'Observatoire du service public sera un point de relais, une croix entre les usagers et la Haute Autorité de la bonne gouvernance, un point de relais pour relayer les informations sur la Haute Autorité de la bonne gouvernance pour le bien-être de la population. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est un organe de dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et des infractions assimilées mises en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. La 4e édition des journées de l'encadreur d'EVA s'est tenue récemment à Daloa. Initiée par le FIRCA et la PROMAC, ces journées ont permis de distinguer les meilleurs acteurs de la filière EVA. Occasion pour les acteurs de dresser le bilan des actions de l'année écoulée. Commentaire. Daloa. Les journées de l'encadreur d'EVA s'y déroulent du 1er au 3 décembre. Organisées par le Fonds interprofessionnel pour la recherche agricole FIRCA et l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire APROMAC, ces journées permettent de mettre à lumière les mérites des acteurs de la filière. À l'instar des éditions précédentes, cette 4e édition a permis de récompenser 46 seigneurs
7 groupes de vulgarisation, 7 planteurs leaders, 7 femmes planteurs, 7 régisseurs et 7 moniteurs. Les récompenses de la catégorie des meilleurs seigneurs hommes ont été raflées par les secteurs de Gagnoua, Grand Laou et Daoukro. Dans la catégorie femmes, ce sont les seigneuses des secteurs de Man, Yamoussoukro et Soubré qui ont été récompensées pour leur travail bien fait. Au cours de cette cérémonie de distinction, la représentante du directeur exécutif du FIRCA a rappelé l'intérêt de ces journées pour l'institution. Cette 4e édition est importante pour le FIRCA parce que c'est le couronnement de plusieurs concours faits au niveau des secteurs. Et donc c'est pour nous l'occasion d'encourager la jeunesse, de mettre vraiment en avant cette profession qui peut vraiment nourrir son homme. Et donc nous, FIRCA, nous encourageons véritablement les jeunes à s'adonner à cette fonction de seigneur. Pour la Promac, il est nécessaire de mettre l'accent sur l'encadrement des acteurs de la filière EVA afin de rendre le secteur plus performant. Innovation majeure de cette 4e édition des journées de l'encadrement d'EVA, l'institution d'un prix du meilleur moniteur décerné à Kwadio Kona Séraphin de IDH secteur de Fresco. Ces journées ont été l'occasion pour le FIRCA et la Promac de faire le bilan de l'année écoulée. C'est par un dîner gala que cette célébration de l'excellence a pris fin. Rendez-vous est donc pris pour la 5e édition des journées de l'encadreur d'EVA. On passe maintenant à la chronique sportive. Bienvenue Ami Diarra-Souba, une dame au cours de la CAN 2021 a forcé l'admiration des férus du football. Vous avez choisi de nous parler d'elle. De qui s'agit-il? On l'appelle Salima Radia Muganzaka. Elle est rwandaise et elle est âgée de 35 ans. Elle devient la première femme à avoir officié un match de Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette 33e édition, Salima Radia Muganzaka a officié le match de la Guinée qui opposait au Zimbabwe. Elle n'était pas seule à cet effet. Elle était accompagnée de Karim Atemzabong du Cameroun, ensuite de Fatia Jarmouni du Maroc et de Var Bouchra Babouki, si je prononce bien, Var Bouchra Kaboubi, également du Maroc. C'est ce qu'il fallait retenir sur la première femme qui est rentrée dans l'histoire du football africain. Comme habituellement, aujourd'hui, votre focus est sur l'équipe sierra-léonaise qui a tenu en échec les Fennecs d'Algérie. 1 500 $, ce qui équivaut à 860 000 francs CFA, c'est la prime supplémentaire que devra recevoir chaque joueur sierra-léonais pour avoir tenu en échec les Fennecs d'Algérie qui étaient détentrices de cette Coupe d'Afrique des Nations de l'année 2019. Alors, citez-nous déjà quelques équipes qui sont qualifiées pour les 8e de finale et le classement de la suite. Pour les 8e de finale, les pays déjà qualifiés sont le Cameroun, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Sénégal, la Guinée, le Malawi, le Maroc, le Nigeria et la Côte d'Ivoire pour le moment. Merci Ami Diarra-Souba, à bientôt. Fin de cette édition, mais les informations se poursuivent sur Business 24 Africa. Ne zappez surtout pas.